Hello YouTube, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui sur la chaîne puisqu'on va s'intéresser à l'étude, à l'analyse d'un trade perdant et on va voir entre guillemets avec un cas d'école pratique comment on peut perdre à 7 000 $, comment on peut perdre bien plus et comment on peut essayer de gérer ses positions et ce qu'implique le trading en termes justement de gestion de position et de gestion de la perte. Alors faire face aux pertes, sur les réseaux en général, on vous montre toujours le bon côté, on vous parle toujours de gains mirobolants, de gains faramineux, et finalement on ne sait pas trop quoi faire quand ça se passe mal et que de toute évidence, la réalité n'est pas aussi simple qu'on a voulu nous le faire croire dans des petites vidéos en nous laissant entendre que le trading c'était facile et que tout le monde pouvait faire 5 000 $ de gains par semaine. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus en détail dans cette vidéo, avec un exemple malheureusement entre guillemets bien concret. Est-ce qu'on peut faire dans les phases adverses? Comment est-ce qu'on peut gérer quand un trade se passe mal? Et mon idée avec cette vidéo, c'était qu'il y avait peut-être plus d'enseignements, plus de pédagogie à tirer de l'étude et de l'analyse d'un trade perdant et de sa gestion, plutôt que de juste fanfaronner, juste flexer sur des gains, même si j'y viendrai comme tout le monde. Alors, la position perdante en question, c'était un spread entre le S&P et le RTY, qui est en gros le Small Caps US, le Russell, qui est une idée que j'avais développée dans une précédente vidéo. Donc, si vous voulez un petit peu tout le setup qui encadrait cette vidéo, ce trade, pardon, je vous invite à aller voir la vidéo en question. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments ici, parce que ça ferait une vidéo bien trop longue. On va essayer de la garder assez digeste. Mais l'idée, du coup, c'était de jouer une surperformance des Small Caps US qui devrait mieux se comporter que les big caps et mieux profiter d'un mandat de Trump et d'une éventuelle baisse des taux. Donc ça aboutit à une position où l'idée c'est d'être long Russell, donc acheteur small caps et vendeur sur le S&P, vendeur sur le marché global. Qui est quelques grandes idées du trade sur lesquelles je reviens très rapidement avec vous, juste pour que vous ayez un petit peu quelques à l'esprit du moins des éléments qui m'ont motivé vers cette prise de position. Une TQS qui est très dépendante aux ventes qui sont réalisées à l'international essentiellement. Là, on a des small caps qui sont en fait beaucoup plus domestiques et qui font 90% à peu près de leur chiffre d'affaires directement aux États-Unis. On a des small caps également qui sont très réceptives à un allègement de la pression fiscale et qui donc vont beaucoup bénéficier de ce que Trump va mettre en place comme mesure. Et on a une combinaison également de croissance robuste avec une baisse des taux qui devrait profiter normalement aux small caps et la baisse des taux qui leur profite d'autant plus directement que le gros de la dette des small caps est en fait une dette flottante et donc indexée quasiment, on va dire, en temps réel pour se permettre cette approximation sur les taux. Donc ça se matérialise une baisse de taux très rapidement sur la pression qui s'applique, qui s'exerce sur les small caps. Donc pour voir tous les éléments en détail, je vous engage à aller voir la vidéo concernée. Comme évoqué, je ne vais pas revenir dessus ici. Donc l'idée, on l'a vu, ça va être de faire un spread trading, c'est-à-dire on va jouer en fait une performance relative entre deux actifs plutôt que de jouer spécifiquement un actif et une direction sur cet actif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en montant cette position relative, j'exprime une idée, une vue de marché où le Russell fera mieux que le S&P. Donc là, c'est le graphique du spread, on voit qu'il dégringole presque juste après mon entrée en position, et surtout, on n'a pas une situation qui se rattrape, qui se corrige particulièrement par la suite. Le spread a évolué à la baisse, donc ma position est perdante, et je suis plus très loin finalement du niveau que j'ai acté comme seuil d'invalidation de mon scénario. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les facteurs du trade pour voir justement ce côté pédagogique et ce côté proactif. Dans mes anticipations, c'est-à-dire ce que j'anticipe pour que ma position soit gagnante, ce qui me fait initier entre guillemets la position, c'est le côté baisse des taux, une croissance qui est encore robuste, une désinflation qui est plutôt marquée et une baisse de la pression fiscale. Mais dans la réalisation de mon scénario, dans l'évolution depuis que je suis rentré entre guillemets dans ma position, dans ce qui est effectivement en train de se matérialiser sur les marchés financiers, on a des break-even d'inflation en hausse, on a des perspectives de croissance qui sont un petit peu dégradées après que ce soit dégradé pour les bonnes raisons ou pas, en tout cas le marché en a une perception dégradée, on a une faiblesse dans le mouvement de désinflation réel, et côté allègement de la pression fiscale, c'est entre guillemets un petit peu mis en pause pour l'instant. Donc là vous voyez les screens des pauses, donc le long Russell qui marche pas bien et le short S&P qui marche pas des masses non plus à un instant T. Et donc sur le PNL de la stratégie, je coupe à plus ou moins 5 100 $ de perte sur le trade, donc sur les deux positions combinées, et j'ai opéré du coup une sortie qui est anticipée
avant le SL qui était fixé au départ. Et vous avez le graphique dans le coin gauche bas qui montre le PNL de la position elle-même, de la position de spread. Et ça, c'est ce qu'on va, entre guillemets, étudier, regarder aujourd'hui, avec la vie, entre guillemets, de notre position. Donc on est rentré, on a un mouvement adverse qui se fait tout de suite contre nous, on a renforcé de 5 contrats, et puis on a opéré la sortie au niveau de la flèche jaune, et vous voyez mon niveau de stop initial du coup sur le graphique de spread. Alors là, vous pouvez vous dire, mais Julien, finalement, il est sorti avant son stop loss, il a coupé prématurément sa position, tout le monde nous apprend à ne pas faire ça, un plan c'est un plan, il faut trader comme un robot, trust de process et je sais pas quelle autre phrase avec des anglicismes de pignouf. Donc on pourrait se poser la question légitimement, bah, est-ce que ce brave Julien, c'est pas un trader indiscipliné qui sait juste pas tenir son plan jusqu'au bout, qui a pas la psycho, qui a pas le mindset? Est-ce qu'il a pas su gérer sa psycho sur le trade? Est-ce que la perte a été un petit peu trop inconfortable pour s'y exposer? Ou est-ce qu'il a paniqué? Est-ce qu'il a pas accepté euh, que le marché lui donne tort? Ça peut être des questions légitimes et du coup, on va se demander, on va essayer de répondre à la question de est-ce que c'était une erreur de gestion, de couper prématurément le trade, ou est-ce que justement c'était peut-être la meilleure chose à faire? Et c'est ça qui m'intéresse finalement essentiellement, c'est de pouvoir faire de la pédagogie autour de ça. C'est sûr, c'est jamais très vendeur de mettre en avant une perte, et pourtant je pense avoir beaucoup plus de choses à vous apporter en parlant de cette perte qu'en faisant juste une vidéo pour flex sur des gains. Même si vous verrez que on va faire des vidéos où on parle de gains, il y aura quand même de la pédagogie, de la méthodologie et des éléments qui seront apportés pour que ça puisse vous servir. Donc, euh, le risque, pour moi, c'est toujours quelque chose qui doit se gérer activement. Les marchés, c'est un environnement qui est dynamique et, entre guillemets, le statique ne peut pas survivre dans le dynamique. Donc, les éléments qui militaient pour l'ouverture du trade sont plus d'actualité et les conditions requises pour permettre la réussite de ce trade sont en train de s'étioler, c'est-à-dire les éléments sur lesquels je mise et qui doivent se matérialiser pour faire que ma position soit gagnante, ça devient de moins en moins probable et de moins en moins évident que ces choses-là se passent et se réalisent. Par exemple, avec les prévisions de croissance du PIB qui sont en train de dégringoler, on a des attentes d'inflation qui se tendent, on a une plus grande volatilité, notamment une volatilité aussi liée à la géopolitique. Il y a beaucoup plus d'implications des barres douanières que dans les prévisions de départ également. Et du coup, vu que pour moi, la gestion du risque, c'est une partie proactive du trading, tout comme gérer sa position, gérer son trade, ça fait également partie du job, bah, bien gérer son risque, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit définir un niveau arbitraire de risque, par exemple 2% de risque, et attendre bêtement qu'on aille taper soit le TP dans le meilleur des cas, soit le SL quand malheureusement ça se passe mal. On doit chercher à tordre positivement l'espérance de gain pour créer un skew qui va être positif pour nous, qui va profiter à notre espérance mathématique de gain dans notre gestion de risque et dans la gestion finalement de notre trading. C'est ça qu'on parle de risk management proactif. L'idée, c'est bien de se dire que les éléments qui en fait justifient l'ouverture de mon trade, ils sont plus du tout d'actualité, et les éléments qui peuvent justifier de maintenir le trade ou qui peuvent lui permettre de devenir gagnant sont en train de s'éloigner. Ça, c'est le constat froid qu'il faut avoir entre guillemets le courage de faire à l'instant T. Et du coup, la réflexion, c'est pourquoi maintenir la position si en fait plus rien ne peut objectivement le justifier? Pourquoi rester dans un trade, par exemple, au carnet, si le setup d'entrée se défile, si je sais pas, vous avez vu une grosse main, il y a de l'absorption, etc., vous voulez jouer ce niveau, parce qu'il y a un mec qui met beaucoup de quantité sur un même niveau de marché, vous rentrez dans le trade, vous voyez que cette quantité, cette main disparaît du marché, bah, il n'y a pas de raison d'attendre bêtement le stop loss. Ce qui vous a motivé, ce qui doit vous permettre de gagner, c'est retirer du marché, c'est désengager. Il faut que vous sortiez aussi en limitant autant que faire se peut la casse. Bah là, c'est le même procédé finalement. Euh, on pourrait dire aussi pourquoi rester dans un trade si la zone support qui devait tenir s'est brisée et pourquoi prendre un médicament quand on est plus malade ou alors quand ça c'est pas du tout adapté à la maladie qu'on a. Donc ça c'est le cœur de la réflexion que je voulais amener dans cette vidéo. D'où le titre de cette slide qui est assez important à mon sens, de la stratégie au hasard. C'est-à-dire que si les éléments qui doivent au départ permettre à la position d'être gagnante, si les éléments sur lesquels on s'appuie pour initier le trade et pour espérer que ce soit un trade gagnant, entre guillemets, ne sont plus là, ne sont plus d'actualité, sont clairement en train de disparaître, de s'effriter, rester dans le trade en sachant que les catalyseurs qui doivent nous permettre de gagner ne sont plus valides, ne sont plus valables, ça revient à s'en remettre
très sensiblement au hasard. Et du coup, mon critère pour arbitrer un petit peu ça, savoir si je dois couper la pause ou pas, si elle est toujours valide ou pas, c'est de me dire est-ce que c'est un trade que je suis prêt à reprendre là maintenant à l'instant T au regard des éléments que j'ai à ma portée. Et c'est ça qui me permet de faire l'arbitrage entre les deux. Parce qu'après, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir. Ce que j'ai nommé bad luck, on a juste un mauvais timing, c'est des choses qui arrivent. Euh, Ça fait partie du jeu. Il y a les fois où c'est un problème de discipline, où on va diverger de la méthode, on aurait dû faire quelque chose d'assez précis et on n'a pas respecté, entre guillemets, les règles pour des raisons diverses, de la psycho, etc., parce qu'on n'était pas attentif. Et après, il y a le côté où c'est purement de la bêtise d'avoir un trade perdant, parce qu'on a un setup qui a été invalidé et qu'on est resté dans le trade. Voilà, donc perdre un trade parce qu'on a un mauvais timing, entre guillemets, pas de chance, ça arrive. Un problème de discipline, ça arrive aussi et ça se corrige. Alors, par contre, quand on a tous les éléments qui nous disent que ça va mal se passer et qu'on est resté dans la pause, entre guillemets, en mode espoir ou en mode c'est moi qui vais avoir raison, là c'est beaucoup plus problématique. J'ai marqué, c'est comme laisser une petite fuite se transformer en inondation. Donc très important de se rappeler de cette notion de il y a un temps où on est dans de la vraie stratégie, de la vraie étude de marché, on a des éléments qui doivent nous procurer un edge, et par contre si ces éléments disparaissent et qu'on reste dans la position, que ce soit un gain ou une perte à la fin, ça sera plus lié au hasard qu'à notre capacité d'analyse et de trading. Donc moi, dans la gestion du trade, finalement, la méthode GLT, la méthode que j'applique, elle est respectée. Il y a une vraie analyse qui motive et qui peut justifier le déclenchement de la position. Par contre, c'est vrai qu'elle a été initiée un petit peu avec un mauvais timing, vu qu'il y a eu un shift macro qui s'est opéré derrière, peut-être aussi une appréciation un poil trop optimiste de ma part sur ces problématiques-là. Et le fait d'avoir un trade perdant à cause d'un shift macro, ça peut forcément dire que toute l'idée est mauvaise et qu'on a fait des mauvais choix de A à Z. Parce que là, en l'occurrence, à court terme, le trade, entre guillemets, on va l'éliminer et la perte, elle est acceptée parce que le contexte n'est plus favorable au trade. À court terme, à bref délai, il n'y a pas de raison de rester dans cette position qui va juste créer du drawdown et de la perte. Par contre, quand on regarde un peu plus loin, à moyen, long terme, bah, la position sur les small caps, du coup dans un portefeuille qu'on imagine action de long terme, elle peut être conservée. De mon côté, je l'ai même conservée, parce que le potentiel de fond, il est toujours présent, il est toujours valide, les idées sont toujours là. C'est juste que le timing dans une logique de trading et peut-être d'utilisation d'effets de levier ne permet pas de rester dans le trade. Il y a une notion d'IDS qui est également assez importante à maîtriser à mon sens. IDS pour intelligence de situation. Si je vous cite cette définition, l'intelligence situationnelle, c'est la capacité à comprendre une situation dans ses différentes dimensions et dans sa complexité pour s'y adapter et pour apporter une réponse appropriée. C'est typiquement une terminologie militaire, mais ça s'applique directement à ce qu'on fait dans le trading. Euh, Trader comme un robot, suivre bêtement une méthode, c'est justement manquer totalement d'intelligence de situation. Et si finalement le but c'est de trader un petit peu comme un zinzin, comme un algo, c'est qu'il y a peut-être un problème fondamental avec vous et votre méthode et que la méthode devrait déjà être un algo. Donc ça c'est encore un autre débat qu'on pourra regarder pour une autre vidéo. Et le petit conseil du captain, qu'on ne sort pas avec une barque partant de tempête et on ne reste pas en haute mer si la tempête se lève avec une petite embarcation. Bon, c'est deux variations d'une même chose. Mais du coup, la logique, c'est de se dire bah, pourquoi est-ce qu'on ne va pas observer précisément ce même principe en trading. Et là, pour nous, c'était le cas. Donc on a des éléments de départ qui s'étiolent, des marchés qui sont en train de se tendre, plus grand-chose qui justifie cette position. Et donc un trade, enfin on va dire l'avenir de ce trade, de cette position, qui est clairement en danger et qui n'ira probablement pas jusqu'à la retraite. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, le statique ne peut survivre dans du dynamique et donc un trader doit s'adapter. Le job, c'est pas de se pointer sur TradingView, tracer 2-3 patterns, trouver la liquidité de Jean-Michel BlackRock, etc. Prendre un trade et fire and forget. Il y a un vrai travail de gestion active des positions à mener. Du coup, trade perdant, est-ce que c'était un bon ou un mauvais trade? Ça, c'est la deuxième question qui nous vient un petit peu. Parce qu'on peut avoir des trades gagnants qui sont des trades, entre guillemets, absolument nazes d'un point de vue méthodologie, d'un point de vue gestion, d'un point de vue qualité de la position. Et on peut avoir des trades perdants qui, en fait, étaient de très bonnes positions.
Et là, en l'occurrence, c'est plutôt le cas, puisque le risque, il était calibré correctement, maîtrisé. La méthode GLT, la stratégie qu'on utilise, elle était également respectée. Le process de prise de position, de calibration, etc., de structuration a été respecté. On a une analyse macro à l'instant T qui était plutôt cohérente. On a réussi à limiter la perte puisqu'on est sorti avant le hard SL qu'on avait fixé. Par contre, on a eu un mauvais timing, un shift macro qui s'est matérialisé et peut-être une mauvaise perception à l'instant T de la chose. Mais dans l'idée, la position est bonne. Voilà, c'est pas une position qui n'aurait pas dû être prise à l'instant T. Et donc un trade gagnant peut être un mauvais trade s'il ne respecte pas la méthode, si on a divergé de la méthode, c'est cette notion de delta vers laquelle je renvoie souvent, qui est souvent également la cause de bien des problèmes, c'est qu'on a une méthode qu'on doit suivre, qu'on doit respecter, mais on agit différemment de ce que la méthode préconise. Et le travail de trader, entre guillemets, du moment qu'on a une méthode solide à laquelle se rattacher, doit être, à mon sens, de travailler à réduire ce delta entre ce qu'on a fait versus ce qu'on aurait dû faire par rapport à la méthode. Donc, autre notion importante dans la vidéo, se souvenir que un mauvais trade, c'est un trade qui peut être gagnant, qui peut être perdant, et tout comme un trade perdant peut être un très bon trade du moment qu'il respecte toute, on va dire, la méthode, tout le process qui devait être déployé. Alors, bilan un petit peu et trading, les pertes, elles font partie du jeu, elles sont normales dans un process de trading, vous n'y échapperez pas. Il faut veiller à réduire ses pertes quand c'est possible et quand c'est cohérent pour limiter la casse. On cherche à réduire le delta entre la méthode, ce qu'il fallait faire, et le réel, ce qui aurait dû être fait, enfin ce que nous avons fait plutôt. Et comme je le disais, il y a les bonnes et les mauvaises pertes. Un trader doit chercher à neutraliser les pertes de son fait et n'avoir plus que des pertes liées à des shifts, des mauvais timings. D'où l'importance d'insister sur tout ça. Et ça, c'est vraiment des logiques que vous pouvez vous épingler et que vous devez observer, à mon sens, dans votre carrière, votre périple de trader sur les marchés, si vous voulez tenir sur la durée. Le focus, on ne doit pas le mettre sur la partie exécution de la position. Ça, c'est également une erreur que beaucoup trop de débutants, de particuliers, etc. font, à mon sens. C'est-à-dire que l'exécution du trade, ce n'est qu'une petite partie finalement de l'équation et ce n'est qu'une petite partie du job. Il y a toute la partie pré-trade avec l'analyse qu'on doit déployer en amont, structurer la position, c'est-à-dire réfléchir à la meilleure stratégie pour accrocher le phénomène de marché qu'on pense avoir repéré. Est-ce qu'on veut jouer le spot? Est-ce qu'on veut faire du directionnel? Est-ce qu'on veut jouer de la vol? Est-ce qu'il y a peut-être une dislocation à exploiter? Est-ce qu'on veut faire du relative value, etc. L'exécution de la position arrive une fois qu'on a tout ce côté pré-trade qui est ancré, où on a pu déployer tous les process qui composent notre méthode. Pendant toute la durée de vie du trade, faut l'actualiser, il faut le gérer activement, voir si l'idée de départ qui justifie sa prise de position, elle est toujours présente. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose à espérer de ce trade? Est-ce que son potentiel, en fait, s'est étiolé et du coup, vaut mieux se tirer, entre guillemets, maintenant? Et puis après, il y a la partie post-trade qu'on a également traité un petit peu dans la vidéo, de regarder voilà, ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on aurait dû faire, quels étaient les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, sur quel point on a peut-être fait des petites erreurs. Voilà, essayer d'optimiser, essayer de progresser sur chaque trade. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pour le référencement, pensez à vous abonner, à mettre un like, à commenter, à mettre la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si ça vous a plu un petit peu cette approche, j'ai envie de dire contrarienne, de parler plutôt d'une perte à la place d'un gain et d'essayer de faire de la pédagogie autour de cette perte. Bon, quant à moi, je vous laisse sur ça et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo ou sur le Discord.